Les amis, en 5, j'aimerais parler de East African Community. Alors là, encore tout un programme. C'est toute une affaire. Vous savez, la communauté de l'Afrique de l'Est. J'en parle parce qu'il ne vous a pas échappé que depuis fin mars 2022, la RDC est membre effectif de la East African Community. Mais c'est déjà quoi ce machin? C'est déjà quoi cette East African Community? Vous savez, East African Community, juste pour revenir sans refaire toute l'histoire, très rapidement pour vous dire que au départ, c'est une initiative, c'est une union, c'est une union entre trois pays voisins, trois pays qui avaient certaines choses en commun, les fameux membres fondateurs, à savoir l'Ouganda de Milton Obote, le Kenya de Jomo Kenyatta et la Tanzanie de Julius Nyerere. On est dans les années 60, on est à l'aube des indépendances africaines, les pays africains, on est encore dans l'effervescence. Et ils ont eu cette idée, qui n'est pas tout à fait idiote, de dire on veut mettre en commun certaines de nos caractéristiques, on est proche géographiquement, on parle tous le Swahili, allez, il y a un certain nombre de choses qui les unissent. On a tous été colonisés par les Britanniques, bon, même si la Tanzanie n'a pas été colonisée que par les Britanniques, mais vous voyez vous voyez ce que je veux dire. Ils ont un parcours plus ou moins similaire. Là, on est dans les années 60. Et puis, à un moment, vers la fin des années 60, l'affaire a plus ou moins capoté. Et puis, ils sont revenus. Donc, pendant les années 70, il ne s'est pratiquement rien passé. Et puis, donc, il y a eu des stop and go comme ça, stop, start, stop, start. Et puis, finalement, dans sa forme actuelle, elle a été rouverte à l'aube des années 2000. Et c'est en ce moment-là que rejoignent les membres fondateurs. Et puis, en 2007, le Rwanda et le Burundi y adhèrent. Et le dernier venu, jusqu'à une date assez récente, ce fut le Sud-Soudan, jeune État, et qui les a rejoints en 2016. Voilà un peu, pour vous planter le décor, d'où vient cette affaire de East African Community. Maintenant, aujourd'hui, East African Community, c'est quoi? La RDC est rentrée dedans, beaucoup d'encre et de salive a coulé. Vous avez vu à quoi ça ressemblait avant, avec les 6 pays fondateurs? Aujourd'hui, quand vous regardez la carte, oubliez la Zambie, écartez juste la Zambie, vous voyez que tout ce qui est à l'ouest de cette carte, à gauche de cette carte, la RDC. Oubliez juste la Zambie. La Zambie n'a pas lieu d'être là parce qu'elle n'est pas vraiment dans cette discussion. Quand vous prenez la superficie, déjà par l'espace géographique, vous voyez comment l'espace East African Community a doublé en taille. Quand vous prenez euh, la population, les consommateurs, le Congo, même si on n'a pas fait notre recensement, même si on ne peut que je fustigeais tout à l'heure le fait qu'on puisse s'accrocher indéfiniment sur les données d'autres personnes, sur les estimations des autres, sur notre propre population, économie sociale, etc. Mais on est estimé à une centaine de millions d'habitants aujourd'hui. Donc, à eux tous là, comme ils sont là, ils font à peine 200 millions d'habitants. Donc, nous-mêmes, les Congolais, on leur amène au moins la moitié de ce qu'eux, ils ont pour arriver à 300 millions d'habitants. Ça devient un bloc qui commence à avoir des ambitions de se faire respecter sur le continent. Parce que 300 millions d'habitants, ça n'est pas rien. Donc, la RDC seulement vient presque doubler la capacité ou le nombre, la population de ce que ce bloc-là constituait avant. Est-ce que vous comprenez un peu les enjeux? Alors, il y a d'autres enjeux, ceux dont on parle tous les jours, qui ne sont pas minimes, qui sont même très importants. Les minerais, la richesse de la RDC, les minerais, vous connaissez, les minerais à l'Est qui sont franchement adossés, pratiquement frontaliers à tous ces pays ici et qui nous ont valu tant d'ennuis. Voilà un peu les enjeux. Mais pour finir sur les enjeux, les amis, il y a un enjeu qui est, à mon avis, souvent très peu cité. Cet enjeu-là, c'est un enjeu qui fait que les nations s'entretuent encore jusqu'aujourd'hui. C'est un enjeu qu'on ne néglige jamais. Cet enjeu, c'est les débouchés, l'accès à la mer. Vous savez, ces pays, c'est des pays côtiers. Le Kenya, la Tanzanie, ils ont de longues côtes.
La RDC n'a que 37 kilomètres de côte. Mais quand vous regardez toute cette image que je vous mets, que vous voyez sur votre écran en ce moment, vous vous rendez compte que la RDC est le seul pays qui donne l'accès à l'Atlantique à tous ces pays de l'Est. Est-ce que vous vous en êtes déjà rendu compte? On n'en parle pas beaucoup, mais ça, c'est un enjeu de taille. De taille, pourquoi? Parce que quand bien même ils ne nous ont pas attendus, le Kenya ne nous a pas attendus pour avoir un grand port de Mombasa, la Tanzanie ne nous a pas attendus pour avoir un grand port de Dar es Salaam. Mais dans les circuits du commerce international, dans les circuits maritimes, vous devez avoir des sources d'approvisionnement et des sources d'écoulement de vos richesses qui soient alternatives. Parce que l'océan Indien, c'est bien pour eux qui font face à l'océan Indien. Ils regardent la Chine, ils regardent l'Inde, ils regardent dans le monde, le continent asiatique. Donc il y a tout qui arrive là-bas. Aucun souci. Mais quand ça arrive là-bas, eux, pour sortir leur production, si ça va en Asie, c'est bien. Si ça va en Europe, qui reste un grand marché de consommateurs et très lucratif pour encore beaucoup de continents, l'Europe. Comment ils écoulent leurs marchandises à travers la mer, à travers l'océan Indien, par l'Europe? Ça doit remonter l'Afrique, aller passer au large de la Somalie, à la Corne de l'Afrique, devant Djibouti, pour passer dans le golfe d'Aden. N'est-ce pas? Qui par ailleurs reste golfe d'Aden pour passer juste au-dessus de l'Afrique, au-dessus de l'Égypte, au canal de Suez. Ce couloir-là, vous avez vu ce qui s'est passé récemment, c'était encore en 2022, lorsque un bateau a bloqué le canal de Suez. Vous avez vu le tohu-bohu, vous avez vu la panique qu'il y a eu dans le commerce international. En quelques heures, les prix ont commencé à monter jusqu'en Occident. En quelques heures, toutes vos livraisons ont été, mais alors, foutues, parce que tout vient de la Chine, il y a des retards, juste en quelques jours où le canal de Suez était bloqué. Donc, c'est pour dire que ce corridor-là, il est stratégique au commerce mondial. Et donc, si pour une raison ou une autre, et je ne parle même pas de la criminalité galopante, les pirates dans le golfe d'Aden, qui fait que ça n'est pas une route qui peut être considérée comme assurance tout risque pour que ces pays d'Afrique de l'Est fassent parvenir leur production dans le monde, au Moyen-Orient et en Europe. Donc, il reste d'autres options. La première, c'est de contourner l'Afrique, de descendre jusqu'à Durban, Cape Town, contourner le bout de l'Afrique du Sud pour remonter. Désavantage, c'est aussi trop long. Autre accès, c'est à travers la RDC. Donc, si on fait un marché avec la RDC, si une marchandise qui se trouve à Matadi ou à Banana ou quelque part au milieu de la RDC fait partie de ce bloc, elle peut facilement continuer. Si on pouvait nous-mêmes aussi déconfiner notre pays et aussi le relier. Parce que, croyez-moi, ce n'est pas demain la veille pour que une route passe sans heures ou un chemin de fer passe sans heures de Nairobi ou de Mombasa jusqu'à Mwanda, jusqu'à Banana. Encore faut-il qu'il y ait vraiment de la volonté, encore faut-il qu'il y ait la paix, encore faut-il qu'il y ait tous ces facteurs qui font qu'une économie puisse décoller. Mais je voulais juste vous présenter cet enjeu comme un des enjeux que beaucoup de gens, beaucoup d'analystes, soit passent très rapidement dessus ou alors ignorent carrément, mais c'est un véritable enjeu. Et il y a beaucoup de raisons, vous savez, qui font que vraiment, on peut comprendre les motivations objectives pour que la RDC réfléchisse au moins à l'opportunité de rejoindre East African Community. La paix et la sécurité, c'est un enjeu quand même pas négligeable quand on considère le nombre de morts. Donc, moi, je considère que l'État congolais, lorsque l'administration actuelle est arrivée au pouvoir, euh, accordait au moins le bénéfice du doute et aller chercher à négocier la paix, chercher à rentrer dans East African Community, si c'est pour, entre autres, négocier la paix, ça n'est pas idiot comme idée. Le problème, c'est la mauvaise foi des acteurs en présence. Mauvaise foi d'ailleurs qui avait été soulignée et dont certains opposants et d'autres justes observateurs avaient prévenu notre État que ne faites pas confiance à ces gens-là. Par ces gens, je parle des régimes, hein, je ne parle pas des peuples. J'en ai déjà dit, j'en ai déjà parlé plusieurs fois ici, on ne va pas se répéter aujourd'hui.
Ne faites pas confiance, ne vous livrez pas aveuglément à ces gens-là. Aujourd'hui, on est en train de constater tout ça. Aujourd'hui, on est en train de constater un certain rétropédalage. Certains diront mieux vaut tard que jamais. Mais soyons quand même honnêtes jusqu'au bout, assumons pour dire quand même qu'on aura été prévenu. Donc aujourd'hui, on reste dans l'East African Community sans trop comprendre ce qu'on y fait. Les intégrations socio-économiques des populations frontalières, ça n'est pas négligeable. Quand vous regardez cette carte, la carte que je venais de vous montrer, vous voyez quand même qu'on a un grand versant de l'Ituri jusqu'au Katanga, de populations imbriquées, de civilisations qui vivent ensemble depuis des générations. Et donc, ça n'est pas rien de vouloir les intégrer aussi économiquement, surtout que la plupart de ces populations sont très commerçantes. Donc, c'est des gens qui vivent ensemble, qui commercent ensemble. Mais même dans la téléphonie moderne, vous avez des réseaux en roaming des réseaux en roaming qui sont mutualisés entre la RDC et certains de ses voisins de l'Est. Sans compter les ports de Mombasa et le port de Dar es Salaam, qui, eux, restent déjà des ports établis en Afrique, pendant que nous, on est encore en train de placer nos premières pierres de ports en eau profonde de Banana, comme je venais d'en parler tout à l'heure. Eh ben, eux, ils ont déjà des ports qui tournent et qui brassent des milliers de conteneurs chaque année. Donc, ça n'était pas idiot de s'ouvrir à eux de cette manière-là, mais on est aujourd'hui quand même force est de constater que voilà, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir où c'est toujours les mêmes qui donnent et toujours les mêmes qui reçoivent. Il y a quand même à se poser des questions. Moi, je vous donnerai tout simplement un exemple aujourd'hui avant de passer à un autre sujet. Regardez ce qui se passe dans le monde des banques. C'est un donner de recevoir, ok, rendez-vous du donner et du recevoir, mais je ne sais pas ce que nous on donne. Tout ce que moi je constate, c'est que le Kenya est en train de racheter toutes les banques en RDC. C'est ça le donner et le recevoir. Regardez, je vous ai déjà partagé ce tableau dans certaines de mes analyses. Vous pouvez voir dans la dizaine, dans les 14, 15 banques, grandes banques congolaises, dans la dizaine de grandes banques congolaises, vous n'en avez que 4 qui sont détenues par des Congolais. Et encore, là, c'est lorsqu'on considère le groupe Raoji comme des Congolais, ce qu'ils sont. Mais vous voyez ce que je veux dire? Et encore, c'est quand on considère la TMB comme des Congolais, etc., etc. Le tableau, il est là. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Vous pouvez voir tout à droite là-bas, la colonne banque étrangère. Toutes sont étrangères, sauf l'Arobank, la Trust Merchant Bank, dont l'acteur, M. Lévy, est belge. Solidaire Bank, dont l'actionnaire principal est portugais. Sophie Bank, dont l'actionnaire principal est britannique. Mais OK, on va être large, on va les catégoriser comme congolaises. Tout le reste, c'est FBN Bank, Nigeria, Citibank, USA, Standard Bank, Afrique du Sud, c'est quoi, Equity Bank, Kenya. Aujourd'hui, maintenant, même la fameuse TMB est en train de rentrer dans Kenya. Voyez-vous, UBA, Nigeria, etc., etc., etc. C'est ça le donner et le recevoir. Moi, je fais que constater. En tant que citoyen congolais, je ne fais que constater que le donner et le recevoir dans lequel mon pays s'engage, qui donne quoi et qui reçoit quoi. Moi, je fais que sortir les faits. Si peut-être il y a d'autres choses que nous avons reçues que vous n'avez pas vues, que je n'ai pas vues, éveillez-moi quant à ceux. Merci, je vois il y a quelques commentaires qui arrivent. Je vais juste essayer de voir s'il y a, il y a beaucoup de pouces bleus que je vois sur Facebook notamment. Merci à vous, je suis ravi de vous sentir présent. Je vais juste essayer de voir, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Est-ce qu'il y a un commentaire que je pourrais lire? Alors, on va continuer. De toute façon, vos commentaires, vous connaissez le principe, les amis. Quand je les vois, je les prends à la volée. Sinon, je peux les prendre plus tard. Sinon, ça peut toujours alimenter notre discussion dans la semaine et dans les jours à venir. Il n'y a aucun tabou. On est en famille, les amis. Si vous pouvez commenter, vous commentez. Si vous ne pouvez pas le faire tout de suite, vous le ferez quand vous aurez le temps, quand vous aurez un peu plus ruminé le contenu. Les amis, je veux terminer cette partie où je parle de East African Community. Et vous vous ferez votre propre opinion. Hein. Moi, je ne suis pas là aujourd'hui pour vous dire que c'est bien ou c'est mauvais de rentrer dans East African Community. Je suis juste en train de vous faire ressortir quelques faits.
Alors, aujourd'hui, quand on regarde, vous pouvez voir que ici, je vous ai juste sorti euh, ce graphique qui nous rappelle quelques degrés d'intégration régionale pour ceux d'entre nous qui ne sont pas forcément plongés au quotidien dans les affaires internationales, ni dans le commerce international. Et je vous dirai pourquoi je fais ce petit détour théorique et quelque peu académique. Je vous le dirai tout de suite. Parce qu'en me documentant déjà, je vais déjà juste vous agrandir l'image, en me documentant sur ce sujet de East African Community, j'ai découvert qu'à sa conception, donc ses pères fondateurs, comme je venais de citer, Jomo Kenyatta, Milton Obote et Julius Nyerere, les trois pays, Kenya, Ouganda et Tanzanie, envisageaient à terme d'en faire une union politique. L'union politique, c'est la plus haute forme d'intégration régionale. C'est-à-dire vous avez un gouvernement unique. Parlant de ça d'ailleurs, juste pour vous expliquer, ou pour vous rappeler pour ceux qui le savent déjà, il y a divers, dans le spectre d'intégration régionale, vous commencez par, il y a divers niveaux d'intégration. Le plus élémentaire, si vous voulez, c'est le libre-échange. Dans le libre-échange, il n'y a pas beaucoup d'imbrication, beaucoup d'intégration. C'est tout simplement une réduction et parfois élimination des tarifs douaniers. Par exemple, si vous connaissez l'Amérique du Nord, NAFTA ou l'ALENA, c'est-à-dire l'alliance commerciale en Amérique du Nord entre États-Unis, Canada, Mexique. Chaque pays fait ses affaires, chaque pays garde ses frontières et tout le reste, mais seulement quand vous importez du Mexique vers le Canada, quand vous exportez du Canada vers les États-Unis et vice-versa, il y a des tarifs douaniers réduits, voire éliminés. On en voit aussi dans plusieurs zones, dans plusieurs sous-régions africaines, et c'est un peu vers ça que la ZLECAf aussi est en train de se diriger. Mais plus vous vous intégrez, un autre niveau, quand vous allez à un niveau un peu plus élevé d'intégration et de complexité, vous avez l'union douanière. Alors dans l'union douanière, c'est tous les avantages du libre-échange, plus une sorte de... Voilà, vous unissez un peu vos services douaniers, les tarifs externes, c'est-à-dire que voilà, vous unifiez vos services douaniers. Ils ne sont pas encore tout à fait un, mais vous unifiez les tarifs, c'est-à-dire si vous êtes, imaginant que la SADC, l'Afrique australe, est une union douanière, eh ben, quand vous importez une marchandise de Zambie, en termes de tarifs douaniers et tout ça, c'est pareil à si vous l'importiez de Namibie. Et à l'export, c'est pareil. Donc, il y a une certaine uniformisation qui, qui est un peu gradée, si vous voulez. Il y a une certaine gradation. Et plus vous avancez dans l'intégration, vous avez le marché commun. Alors, dans le marché commun, là, il y a carrément un mouvement libre mouvement des capitaux, des services, des personnes. Donc, c'est non seulement les tarifs douaniers, c'est non seulement les douanes, mais c'est aussi le mouvement des capitaux, des biens, des personnes. Là, vous sentez une beaucoup plus grande fluidité. Mais vous pouvez encore aller plus loin lorsque vous êtes dans un marché, dans une intégration économique ou dans une intégration tout court sous-régionale, pour passer à l'union économique. Alors, union économique, là, on commence à envisager la même monnaie, on commence à envisager vraiment à imbriquer, à pratiquement fondre les économies, qu'elles soient similaires. C'est un peu ce que l'on voit avec la zone euro aujourd'hui. Et même alors, là aussi, il y a quand même quelques exceptions. Par exemple, dans la zone euro, ils sont 27, tout le monde, presque tout le monde, pas tout le monde, presque tout le monde utilise la même monnaie. C'est une sorte d'union économique, mais ce n'est pas tous les membres de l'Union européenne qui utilisent nécessairement l'euro. Et ce n'est pas tous les membres, et c'est pas tous les utilisateurs de l'euro qui sont forcément membres de l'Union européenne. Exemple, la Croatie. Vous avez peut-être suivi, dans la semaine, je pense il y a quelques jours, il y a des instruments importants qui viennent d'être passés ou ratifiés, je ne sais pas quel est le terme approprié, mais en tout cas approuvés pour que la Croatie soit maintenant éligible à demander à rentrer dans l'Union européenne. Parce qu'aujourd'hui, la Croatie n'est pas dans l'Union européenne. Mais la Croatie utilise déjà l'euro. Et à contrario, vous avez des pays comme la Suède, qui est membre effectif de l'Union européenne, mais qui a choisi de ne pas utiliser l'euro, ils utilisent leur monnaie. Donc, vous voyez, il y a des exceptions, mais c'est à peu près ça dans le principe, c'est cette sorte de fusion. Et au summum de tout ça, les amis, au summum de la souveraineté de tout ça, c'est l'union politique. C'est ça que ces gens
ces gens de East African Community avaient en tête lorsqu'ils ont commencé. C'est l'union politique, c'est-à-dire vous faites carrément un parlement unique, un gouvernement unique. Voyez-vous? Alors, maintenant, moi, quand je regarde ça, je me dis, OK, très bien, pourquoi pas? Mais j'imagine que, chemin faisant, les peuples ont quand même leur mot à dire. Parce que je ne suis quand même pas convaincu que les Ougandais brûlent d'envie de se fondre politiquement et en matière de souveraineté nationale avec le Kenya, lorsqu'ils ont commencé ça, à l'époque avec les pères fondateurs. Pour connaître un peu les Tanzaniens, pour y avoir un peu vécu en Tanzanie, je ne suis pas tout à fait certain que le rêve de tous les Tanzaniens soit de devenir des Kenyans. Et si vous connaissez un peu les Kenyans, peuple hospitalier certes, mais qui parfois traversent déjà en interne entre eux des crises extrêmement violentes et meurtrières. Qui ne connaît pas les tensions, les Kikuyu versus les Kalenjin, etc., etc. Si vous avez oublié, je vous invite tout simplement à vous rafraîchir la mémoire avec les violences post-électorales de fin 2007, début 2008. C'était en cette période de l'année. C'était vers Noël, Nouvel An de 2007, passage vers 2008, où des personnes sont mortes au Kenya suite aux résultats, aux contestations post-électorales. C'est il y a à peine 15 ans, là. Quand on connaît la dignité, par exemple, et le caractère plutôt conquérant des peuples Maasai du Kenya, ben, les amis, moi, je ne suis pas certain qu'ils brûlent, eux, d'envie de devenir des Ougandais ou de fondre leur patrimoine historique pour devenir, en quelque sorte, des sujets de M. Museveni. Voyez-vous? Bref, vous l'aurez compris, je donne ces exemples un peu comme ça pour vous dire, les amis, l'union politique est un pari toujours hasardeux. Surtout lorsqu'il s'agit de demander à des peuples distincts de gommer pratiquement leurs identités, de se fondre dans un ensemble plus ou moins indiscriminé avec d'autres peuples, voisins fussent-ils, hein, avec des peuples avec qui ils cohabitent, avec qui ils ont des rivalités historiques depuis la nuit des temps. Donc, quand je considère ça, ma question, humblement, respectueusement à mes dirigeants congolais qui nous ont embarqués dans cette aventure de East African Community, c'est tout simplement de savoir jusqu'où voulez-vous nous embarquer, nous, Congolais. C'est quoi la vision derrière l'adhésion à East African Community? C'est le libre-échange? C'est l'union douanière? C'est les deux? C'est un marché commun? C'est une union économique? C'est quoi? Dites-moi, si vous m'écoutez, vous avez tout compris, expliquez-moi. Qu'est-ce qu'on veut en mettant le petit premier pas dans East African Community? C'était où la ligne rouge? Où est-ce qu'on veut aller s'arrêter? On veut, à terme, que notre Parlement soit fondu avec le Parlement du Kenya et de tous ces autres pays-là et qu'on devienne un même pays, que les lois soient votées au niveau sous-régional. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut? Voilà, les amis, assez pour nous faire réfléchir, j'espère. Mais assez aussi, j'espère, pour avoir piqué votre curiosité, pour que vous reveniez à moi avec ce que vous en savez, ce que vous pensez. Partageons, édifions notre peuple, éclairons les masses. C'est de là que vient notre slogan que nous avons osé ici, éclairer les masses, les informer du progrès, les outiller pour la concurrence.